bonjour, je compte vivre encore un tout petit peu de temps, donc je vais avoir quelques ambitions encore, mais merci de cette présentation qui est adorable. Et merci aussi d'avoir organisé la chose, parce que c'est vrai que je me souviens des lointaines études de droit. On était, nous, d'ailleurs encore moins que vous, au contact de la réalité, et apprendre le droit dans les livres, c'est une chose. La théorie, c'est très bien, mais en pratique, quand on arrive dans un barreau, quand on arrive dans un métier, c'est valable encore plus pour les magistrats. À mon sens, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on sait absolument rien, et qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, si je vous dis d'aller faire appel là maintenant d'une décision, vous allez mettre 3 jours, parce que vous ne trouverez pas le bureau, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une déclaration d'appel, parce que vous ne savez pas où il faut signer, parce que vous ne savez pas si on doit vous en remettre un double ou pas, si c'est à la cour ou si c'est au TGI qu'il faut faire appel. Vous avez lu ça vaguement dans des codes, mais concrètement, on ne sait pas. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que derrière toutes ces années d'études que nous avons tous passées brillamment, notamment en pénal, les qualifications pénales, les catégories de crimes, de délits, de contraventions, etc., à chaque fois, il y a ces histoires humaines. C'est ça qui m'a fait créer le blog, principalement. C'est parce que je voulais montrer aux gens que les articles de presse par lesquels l'essentiel de la population, vous le savez, appréhende ça, et notamment les dossiers d'assises. C'est souvent, la Voix du Nord, Nord Éclair, une quinzaine de lignes qui disent encore un pédophile ou un inceste condamné. Voilà. Et les gens qui ont fait du commerce aidant, eh bien, commencent à gloser sur la peine, sur la faiblesse de la peine, ou sur la gravité des faits, ou sur cette pauvre victime. Peu importe le point de vue qu'on adopte, en tout cas, ils ne savent pas bien souvent, d'abord que les audiences sont publiques, et qu'il faudrait y aller pour savoir de quoi on parle, et ensuite à quel point on est obligé, là j'en viens au métier d'avocat, de se plonger corps et âme, c'est le cas de le dire, dans la défense des gens, c'est-à-dire aux côtés d'eux, et d'essayer de les accompagner à travers ce qui est une épreuve. Ce que je voulais vous dire principalement en introduction, mais vous le découvrirez si vous vous destinez à ce métier-là, ou au métier de magistrat, ou n'importe quel métier en contact direct avec la vraie justice, pas seulement la justice théorique, c'est que prendre la parole en public, particulièrement quand on est accusé de quelque chose, c'est quasiment impossible. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Vous savez sûrement qu'une cour d'assises, il y a 2 grandes parties. Une qui traite de la personnalité de l'auteur supposé, et non pas présumé, et une autre qui traite des faits. Et bien, si je prends n'importe qui dans un fil, et je ne le ferai pas parce que c'est très angoissant, et que je lui demande de se lever, de me raconter sa vie jusqu'à aujourd'hui, en n'oubliant aucun détail, hein, monsieur, parce que c'est très important sur vous. On ne voudrait vraiment pas que dans 2 jours vous ayez des regrets en sortant de cette salle, quelle que soit la décision qui sera prise. Allez-y. Vous voyez, il y a souvent un blanc, et quand je dis souvent, c'est toujours. Et c'est quasiment impossible, alors même qu'on est dans la partie un peu sympathique du procès pour le bonhomme, qu'on ne va pas lui faire de reproche direct, mais simplement lui demander de parler de lui et de sa vie. C'est quasiment impossible d'arriver à aligner 2 phrases de façon cohérente, en disant quelque chose d'un peu intéressant, en essayant de captiver des jurés, en essayant de ne pas donner l'impression qu'on apitoie sur soi-même, et en même temps de révéler des choses qui peuvent être très importantes pour comprendre les faits. Tout ça, c'est un vrai travail, c'est un véritable accompagnement, et vous découvrirez que souvent on est aux côtés des personnes comme ça en immersion, et particulièrement dans le Nord. C'est pas un département joyeux hein, au niveau criminalité. Je ne sais pas à quoi c'est lié, peut-être parce qu'on apprend en faculté d'essentiel, savoir boire, si je me souviens bien. Mais on a l'un des records de département de France de l'alcoolisme en tout genre, et comme par hasard, l'un des records de département de France de la commission de ce genre de faits, dont on parlera beaucoup dans une seconde partie, là, à savoir justement tout ce qui est abus sexuel de toute nature. On a aussi cette particularité du Nord qui a été aussi décriée et qui nous vaut une si grande réputation dans les émissions télé. Hein. Vous vous souvenez, ça a commencé, je ne sais plus si c'était la Starac, si je crois, hein, la patate elle a brûlé, vous vous souvenez, ce qui nous représentait pas mal. De connaître quand même des villages et une catégorie de population que j'appelle moi les réprouvés, ça devait être le titre du livre à l'origine, et puis pas de bol, il y a un vrai auteur qui a écrit un autre livre qui s'appelle Les réprouvés, donc c'était déjà pris.
ceux qui sont peut-être souvent marqués du doigt de Dieu, sans opinion religieuse aucune, mais c'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les fonds du monde, vous savez, ces villages qui sont complètement abandonnés, où même les assistantes sociales, encore aujourd'hui, vont pas trop, et où on voit grandir des gamins qui vivent dans une pauvreté matérielle, j'allais dire, mais aussi morale, intellectuelle, qui dépasse l'entendement, et qui souvent va donner plus tard des grands faits de délinquance, des actes tous plus horribles les uns que les autres, qu'un jour, un magnifique juré et 3 magistrats vont juger du haut de leur intellect et de leurs études. Et vous êtes aux côtés du garçon qui a fait ça, du garçon qui a lâché son chien sur sa fille pour l'immobiliser pendant qu'il l'a violé, je veux dire très brutalement, mais comme ça on sait de quoi on parle. C'est ça le pénal au quotidien, particulièrement dans là. Et vous êtes tout seul, comme moi en face de vous là en ce moment, et vous devez convaincre les gens en face, non pas évidemment de lui donner une médaille et de le remercier pour son œuvre, mais simplement de l'entendre, de se mettre à son niveau et de le juger correctement, c'est-à-dire de lui infliger la peine qui objectivement va sembler la plus juste possible. Et une peine juste, ça reste à définir dans bien des cas. C'est ça le métier quotidien, c'est ça dont je voudrais vous parler le plus, c'est ça qui vous attend le plus. Kerviel aussi, mais un peu moins fréquemment quand même. Par contre, être dans le box avec ces gens-là, les accompagner pendant 3 ans d'instruction, découvrir que bien souvent il y a de l'illettrisme de façon absolument ahurissante, qu'il faut les accompagner, qu'il faut leur parler, qu'il faut essayer d'aller au fond des choses. Mon tout premier dossier d'assises, c'est une longue introduction, mais on y reviendra souvent. De toute façon, je suis bavard, tant pis pour vous, mon métier. Je découvre un bonhomme qui est vraiment, je vais le dire très gentiment et utiliser une expression du Nord, un peu bleu. Un type qui vous regarde comme ça. Tout le temps. Même quand vous lui parlez de choses un petit peu dures. Et c'est exactement l'effet dont je viens de vous parler. Donc il y a des animaux, il y a des petits-enfants, et puis il y a lui au milieu. Pas insister, mais enfin vous voyez un peu le genre de scène que ça peut donner. On creuse un tout petit peu, dès que j'arrive à déchiffrer son accent, parce qu'il a l'accent du Nord à couper au couteau, et puis parce que son niveau de réflexion est vraiment proche du néant pour le coup. Les experts vous parlent d'un QI de 70 et vont vous dire que c'est la limite haute de la débilité légère. Et avec ça, vous êtes bien quand vous défendez le type. C'est-à-dire qu'il est pleinement responsable de ses actes. Il n'y a pas d'atténuation de responsabilité, vous connaissez cette notion. Mais il est pleinement responsable autant que moi, ou autant que votre facteur, ou autant que le président qui le juge. C'est ça la notion que vous allez apporter. Et on découvre très vite que son père, comme mode éducatif, il fait partie d'une fratrie de 15 enfants. La moitié sont placés dans des HP parce que des difficultés psychiatriques importantes, et tous les enfants étaient violés eux-mêmes par le père, qui lui-même l'était par son grand-père, pour apprendre la sexualité, et que la punition principale, et on le trouvera lors de la perquisition, c'est les 15 menottes alignées le long de l'escalier, et quand on a fait une bêtise, on est pendu par les mains à cet escalier. Les pieds ne touchent pas le sol. Voilà, c'est ça son univers. Et un jour, aux surprises, il s'en est pris à ses enfants exactement de la même façon, et un jour, aux surprises, on va lui dire, dans le box, quand on est avocat général, « Mais monsieur, vous avez fait du mal à ces enfants, vous savez ce que c'est faire du mal ?» Et il va répondre « Non, je ne comprends pas ce que vous dites, et je ne comprends pas en quoi c'était mal. Moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, j'ai couché avec mes tchous. » Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas, à ce moment-là, l'advocatus, celui qui est payé pour être là juste à côté de mal, en l'occurrence par l'État, au titre de la commission d'office, s'il n'y a pas celui qui lui prête ses mots, celui qui lui prête son cerveau, celui qui lui prête son cerveau quand il en a, celui qui lui prête son cœur, ses études de droit, la nuance qu'il faut apporter, combien ça valait ces faits-là? C'est des viols absolument sordides qui ont été répétés pendant des années, ça a broyé des gamins qui étaient déjà de toute façon mal partis de la vie. Ça vaut combien? Perpète, 20 ans, 10 ans? On met combien? C'est combien encouru maximum? 20 ans. Combien on met à l'avocat qui fait la même chose? Vous voyez, c'est quasi impossible à prédéfinir, et vous êtes là, vous, votre rôle, il est double, c'est d'accompagner le type, et de l'accompagner au pied de la montagne, parce que croyez-moi, quand on parle de ces faits-là, les jurés, vous voyez le changement de visage, vous savez qu'un procès commence par la lecture d'un résumé des faits, peu importe. Et là, tout à coup, les jurés découvrent ce pourquoi ils sont là, et croyez-moi, ça change de ton. Et puis il y a une deuxième étape dans le procès, on entend les gamins qui racontent. Quand il n'y a pas, ce qu'il y a de plus en plus maintenant,
des films ou des enregistrements quelconques de scènes absolument insoutenables. Il est arrivé encore tout récemment dans un procès, et là, il y a grand silence, il y a des évanouissements, il y a les jurés de remplacement qui sont là pour ça et qui effectivement sont appelés. Et vous êtes à côté de ce bonhomme, et il faut le défendre correctement. Et le défendre correctement, ça veut dire l'aimer un peu. Ça veut dire considérer que c'est votre frère en humanité. Ça veut dire que ça aurait pu m'arriver si j'étais né à peu près au même endroit. Déterminisme social, c'est un gros mot depuis quelques années. C'est pourtant la stricte vérité. J'ai défendu Denis Vaccin, je ne sais pas si ça vous parle. C'était un prédateur qui a tué et violé 6 petites filles. C'était pas anodin, évidemment. Il a pris perpète, il n'y a pas de suspense. Enfin, s'il y en avait, il n'y en a plus. Vous êtes à côté de ce bonhomme-là, et on avait le même âge, on avait travaillé pendant, moi, mes études, lui tout court, à Auchan, moi au produit frais, lui à la pompe. Si ça se trouve, il m'a rempli mon scooter à l'époque. On fumait des camels tous les deux, et voilà comment j'ai réussi à lui parler, parce que c'était un psychopathe. Il fallait l'aimer un tout petit peu, pour qu'au bout de 20 jours de procès, en face des victimes, etc., tout à coup, pendant que je plaide, et d'ailleurs je m'arrête de plaider et je pleure, parce que j'y arrivais plus, on entend tout à coup dans le micro, pour la première fois de sa vie, il a raconté les faits au procès, ça a duré une demi-journée, et vous auriez été glacé de la façon dont ça s'est passé, on aurait dit des rapports d'autopsie, sauf qu'il y avait des gamines. Et les familles, des gens qui attendaient depuis 10 ans pour comprendre, et il s'est mis à pleurer. C'est-à-dire tout à coup, pas par ma grâce, mais parce qu'il s'était passé plein de choses, et parce que peut-être, pour une fois, il y avait un copain avec lui, le temps du procès, il a été accessible à des sentiments. Et il ne simulait pas, il pleurait à grosses larmes, d'ailleurs comme un bébé sur son micro. Ça n'a rien empêché. Si j'ai gratté 1 an de sûreté, il a eu 30 ans en première instance, il a pris 29 ans de sûreté en appel. Ça, c'est la cour qui fait un petit cadeau à l'avocat qui est tout tremblant. Et bon. Il s'est humanisé. On a réussi ça. On ne pouvait pas réussir autre chose dans ce procès-là. La perpétuité était acquise et personne n'avait envie qu'il se retrouve en liberté. Mais pendant la durée de ce procès, il s'est montré aux familles comme un de leurs frères. Ça paraît incroyable, mais c'est un grand moment de justice. Et c'est à ça que vous servez du point de vue de celui que vous assistez. Et puis évidemment, au-delà de ça, il y a un but pénal qui n'était pas présent dans ce procès, mais qui l'est habituellement, c'est d'obtenir, encore une fois, cette fameuse peine juste, que votre bagage à vous, intellectuel, judiciaire évidemment, votre bagage étudiant, vous permet d'essayer de cibler au mieux. Combien ça vaut? Est-ce qu'on juge en référence uniquement aux faits ou aussi à la personnalité? Qu'est-ce qu'on va mettre dans telle autre affaire? Qu'est-ce que vous savez, vous, de la jurisprudence? Quel est le degré de gravité? À quoi ça sert une loi, etc., etc. Tout ça va vous permettre de proposer une autre solution aux jurés. Alors bon courage dans les faits d'inceste. Hein, les jurés, la solution, c'est surtout les magistrats qu'il faut convaincre qu'ils sont déjà un peu, parce que de toute façon, leur but va être d'essayer d'amenuiser tout ça. Voilà un petit peu ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est ça le rôle de l'avocat, et c'est évidemment un très joli métier. Je ne dis pas ça parce que je le fais, mais parce que c'est vrai. C'est un très très beau métier, et je rejoins tout à fait ce qui vous a été dit tout à l'heure. Le blog a aussi été ouvert pour ça. Je ne sais pas si je suis un avocat renommé comme marqué en gros sur les affiches, mais en tout cas, cette notoriété-là, je l'ai, et c'est tant mieux. C'est parce que j'en avais assez aussi des stéréotypes sur... Il se trouve que les avocats médiatiques, à l'exception de quelques-uns, dont un confrère un peu imposant, barbu et du Nord, mais il se trouve que la plupart des avocats médiatiques, donc souvent parisiens, donnent une image qui est accablante de la profession, et qui fait que si vous allez dans la rue, bien loin de l'idéal de l'avocat que j'avais moi à votre âge ou un petit peu avant, pour moi c'était un petit peu un notable ou un noble, vous voyez, une espèce de noblesse d'Europe qui faisait qu'on était très fiers. Puis très vite on s'en a pu défendre des monstres, ah bah d'accord, bon d'accord, et dans la famille y compris, hein, c'est sympa. Et puis par ailleurs, et on fait du black, et on est corrompu, et on est des menteurs, et on adhère à une cause puis le lendemain à une autre. Enfin, tous ces stéréotypes-là, vous les aurez à longueur de temps. On y répond avec humour ou pas, selon qu'on est fatigué ou pas. Mais c'était intéressant de montrer ce que c'est que le vrai métier de l'avocat. L'avocat pénaliste, c'est 90% du temps perdre. Parce qu'on est du mauvais côté du manche. Il faut quand même
voir les choses en face. La justice se trompe, on va en parler dans une première partie. Mais enfin, elle ne se trompe pas si souvent que ça, il faut dire les choses. Et quand un type est renvoyé devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, souvent, quand même, il y a quelque chose dans le dossier. Et souvent, quand même, d'ailleurs, il a reconnu les faits et il a des raisons de les reconnaître et ils sont accablants et vous devez vous essayer de patauger là-dedans et obtenir à peu près la meilleure solution possible. Je le dis souvent là encore, mais il y a 10% de dossiers où vous savez que vous êtes venu et que ça a servi à quelque chose. Ça veut dire qu'il y en a 90 où vous ne savez rien du tout. Il y a le secret du délibéré, on en parlera. Puis il y a le fait que les faits étaient reconnus, que quelque chose était déjà écrit quelque part, que vous êtes sur une peine maximum, un autre degré de difficulté, ça vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas, des comparutions immédiates, cette chère procédure que j'aborde, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Mais le type qui passe sur sa 13e récidive légale du mois parce qu'il a encore agressé une jeune fille pour lui piquer son scooter ou son argent ou son iPhone, et qui répond en insultant le président, vous pouvez supposer qu'une peine ferme est à envisager assez rapidement. Donc vous êtes là encore un petit peu au fond du trou et votre boulot va être, la plupart du temps, parce qu'on a un dossier indigent en comparution immédiate, il y a quelques procès-verbaux, tout le monde a travaillé dans l'urgence, les policiers aussi. Les juges ne connaissent pas le bonhomme, ou alors le connaissent trop bien, ça dépend, mais pas par le dossier. Votre travail à vous, c'est de parler avec lui, et aux surprises, là encore, pas tout le temps, mais à 98% du temps, on va découvrir une enfance épouvantable, on va découvrir un type qui vit dans la rue depuis que nous, on fait des études spacieuses dans un amphi magnifique, etc., etc., etc. Et vous allez tout à coup retrouver une motivation pour dire au juge, non, c'est pas si simple que ça, attendez. On va quand même expliquer 2-3 choses, il n'y a pas tout à fait de hasard si ce bonhomme se retrouve là une nouvelle fois. Voilà, c'est ça le vrai métier, au quotidien. C'est patauger dans la crasse, aux côtés des personnes, les aimer vraiment. Bien défendre, c'est défendre sa petite sœur, son amoureux, sa mère, selon qui vous préférez dans votre famille. C'est arriver à faire ça. Et une des qualités d'un bon pénaliste, moi par exemple, c'est une capacité de mobilisation instantanée. Vous voyez, là je fais un peu le soif devant vous, puis je pérore, c'est facile. Mais là, dans 10 minutes, je peux me retrouver dans une salle d'audience et tout à coup, vous avez déjà vu les avocats pénalistes plaider, le visage change. On se durcit, on devient tout blanc et on n'a plus du tout une tête sympathique et même belle, il faut dire, qui est la mienne actuellement. Je vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que je dis. On est capable de s'immerger instantanément. Il y a une précaution, un stéréotype comme ça qui dit aux jeunes avocats, attention au dossier, ça peut vous abîmer, ça peut vous faire du mal, donc prenez vos distances, vous impliquez pas trop, c'est faux. Il y a une bonne manière de défendre, c'est s'impliquer totalement. Par contre, il faut apprendre à ressortir assez vite, justement parce qu'on perd souvent, et puis aussi parce qu'on a mal aux côtés de la personne. On arrive à défendre les gens en ayant le sentiment d'être pour quelque chose aussi dans ce qu'ils ont fait. On ne devrait pas, mais sur le moment, il y a une implication telle qu'on se retrouve vraiment aux côtés de son frère, et que du coup, comme vous défendriez votre frère, vous voulez l'aider à tout prix et vous vous retrouvez comptable de ce qu'il a fait, comptable de ses gestes, comptable de ses maladresses d'audience. Et vous souffrez avec lui, réellement. C'est ça être un avocat pénaliste au quotidien, loin des déclarations un peu empoulées, loin j'ai les noms des coupables dans cette enveloppe d'un avocat marseillais célèbre, malheureusement pour le reste des avocats, enfin bref. C'est de ça que je voulais parler au travers des thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Pardon, les magistrats en France sont légitimes à condamner des gens, c'est-à-dire avoir le pouvoir de Dieu quand vous y réfléchissez. Il n'y a pas d'autre exemple. Un magistrat de l'ordre judiciaire, c'est quelqu'un qui tient de la République le droit de décider de la vie et de la liberté, c'est-à-dire de la vie bien souvent, et du mode de vie futur aussi. Pointage, pas pointage, obligation de rembourser, interdiction de s'approcher de son ex-épouse, etc., etc. Toute une série de restrictions de liberté, j'y reviens pas, vous connaissez ça. C'est ça un magistrat. Soit on lui fait confiance, soit on lui fait pas confiance. Les peines planchées, c'est une loi qui dit on vous fait pas confiance. Parce qu'il y a eu un bug, alors je ne sais plus lequel, et rare peut-être, ou encore un autre fait dire non, c'était le meurtre de la joggeuse d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le premier. Bref, peu importe. Mais il y a eu un dysfonctionnement, on a mal suivi le bonhomme, ça arrive forcément compte tenu des moyens indigents qui sont donnés aux juridictions.
Et on a voté cette loi, peine plancher. Ça veut dire que le juge n'a plus sa totale liberté d'appréciation dans les limites des textes qui existaient déjà, mais qui limitaient grosso modo à un quantum maximum le montant de la peine. Désormais, on va imposer un quantum de peine. Ça s'était jamais fait. Et les magistrats ont vu arriver ça. Et on a tous, avocats aussi, on a beaucoup écrit là-dessus, on a beaucoup râlé, mais c'est passé. On a courbé les chines et on a appliqué ces peines planchées. Je raconte ça dans le bouquin au travers d'une pauvre histoire, une petite voleuse de chaussettes qui se retrouve en récidive légale, multi-récidive légale de vol, avec je ne sais plus quelle circonstance aggravante. Bref, peine planchée encourue 2 ans, tombe sur un magistrat un peu usé, un peu fatigué, ou qui en a marre, ou peu importe, 2 ans. 2 ans. Un vol de paire de chaussettes. C'était ça les peines planchées. C'est vrai que c'est un grave dysfonctionnement. Je suis très déçu, moi, par ce qui se passe actuellement, parce que ça avait été promis, on nous supprimerait ce truc-là. Et pour l'instant, ça a donné lieu uniquement à une circulaire qui recommande de ne pas l'appliquer. Je vous garantis que c'est encore appliqué dans tous les tribunaux de France. On a pris une pas plus tard que la semaine dernière à Valenciennes. Je peux dire avec une juridiction particulière, pardon pour les Valenciennes. Mais c'est encore appliqué, c'est encore en vigueur, et ça dit on vous confisque ce pouvoir, ce droit que vous avez d'apprécier librement une peine, et on vous l'impose. Alors évidemment, il y a quand même eu une restriction, parce que le texte n'aurait pas été homologué juridiquement, ça aurait été trop radical, donc vous savez que la peine planchée, les magistrats ont le pouvoir de l'appliquer en tout ou partie, et d'ailleurs de faire aussi, heureusement, varier la nature de la peine d'emprisonnement, c'est-à-dire sursis mise à l'épreuve, etc., toute la gamme. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, de l'adapter en fonction de la situation et en fonction aussi de circonstances particulières tirées de la personnalité de l'auteur. Mais voyez que en instaurant ce genre de loi aveugle, qui va s'appliquer indifféremment, donc personnalisation des peines zéro, humanité n'en parlons pas, on confisque le pouvoir au juge, et on y arrive effectivement, puisque certains magistrats, et j'allais dire qu'il ne faut pas mettre sur un piédestal les magistrats plus que d'autres, il y en a très bien, il y en a même qu'on épouse, il y a des gens qui épousent des magistrats, je connais un avocat célèbre dans le Nord qui l'a fait. Qui n'est pas là, d'ailleurs, je le déplore. Mais ce hiatus que vous trouvez constamment comme ça dans ce vote de loi entre ça et la réalité judiciaire, c'est stupide par définition de faire une loi de ce type. Tous les magistrats de France traitaient déjà les récidivistes avec beaucoup de rigueur, parce qu'on n'aime pas les récidivistes devant un tribunal. Et qu'il y ait une peine planchée ou pas, vous pouviez ramer pour ne pas obtenir de ferme, pour ne pas obtenir de mandat de dépôt quand vous comparaissiez en comparution immédiate, parce que c'est le royaume évidemment de la récidive, c'est un des critères communément employés par les parquets pour renvoyer les gens en comparution immédiate. Là, on a confisqué ce pouvoir, encore une fois, et décidé que ça s'appliquait aveuglément. La majorité des magistrats l'écartaient le plus souvent dans ce type de cas, mais ça peut arriver. Ça veut dire aussi que le quotidien, puisque moi je vous parle du quotidien du métier d'avocat, là c'est de l'urne. Et moi j'ai souffert à l'audience d'appel, je n'étais pas l'avocat de cette jeune femme, qui en plus a des problèmes psychiatriques importants manifestement, et j'avais pas le droit de me lever pour intervenir, j'avais aucun mandat pour ça. Mais j'aurais dû le prendre, j'ai regretté beaucoup après. Et je me suis demandé comment ça s'était passé en première instance. Qui avait laissé passer ça? Pourquoi on n'avait pas entendu ces hurlements jusque dans la presse? Il faut se servir de ça aussi concrètement quand vous avez affaire ce métier, la magistrature, comme dans d'autres, avocats aussi, il y a des gens pas bien, qui sont usés parfois, qui sont à côté, qui sont extrêmement durs, qui considèrent qu'ils sont là avec une mission divine qui est de remplir les prisons au maximum avant de décéder. C'est pas la majorité bien sûr, mais il y en a quelques-uns. En général, il y a une personne identifiée par tribunal, c'est pas compliqué. Et quand vous êtes devant lui, vous y allez la fleur au fusil, vous êtes particulièrement ravi ce jour-là que la distribution de l'affaire ait été faite comme ça. Et le cas de cette pauvre fille qui a été rectifiée devant la cour, enfin ça faisait 3 semaines qu'elle était détenue quand son affaire a été évoquée, et je ne me souviens plus d'ailleurs du délibéré final, montre bien le rôle de l'avocat là, c'est refuser. Il y a un autre cas, j'en parlerai lors de la comparution immédiate, mais la comparution immédiate, on sacrifie tout au bâtonnet de statistiques du ministère de la Justice.
C'est le traitement rapide des affaires, il faut des dossiers, il faut des affaires, on bourre les salles. La dernière fois que j'ai plaidé une comparution immédiate, il était 1h du matin. C'est pas sérieux, tout le monde était crevé. Ça a permis d'ailleurs un rapprochement assez sympathique avec le tribunal, on se parlait très librement, on était un peu dans une salle vide. Mais est-ce qu'on a rendu une bonne justice, une bonne décision devant un type hagard qui sortait de 48 heures de garde à vue, qui n'avait pas mangé ce jour-là, pas douché depuis 3 jours, enfin, c'est tous les jours en France. Je ne vous parle même pas d'équivalent, je ne sais plus quelle est la chambre concernée à Paris, mais c'est tous les jours 2 ou 3 heures du matin avec une vingtaine de dossiers, c'est-à-dire des conditions absolument abominables. Les policiers renoncent à faire une enquête digne de ce nom, le parquet renonce à qualifier correctement les faits parce qu'il n'en a pas le temps, ou à poursuivre absolument tout ce qu'on aurait dû poursuivre, ou à rechercher les mandataires ou les auteurs, ou etc. Et nous, les avocats, et moi j'ai vu arriver les comparutions immédiates, dont la première loi prévoyait qu'elles seraient limitées à certaines infractions, punies d'un quantum relativement important, et dont une seconde loi d'ailleurs dans l'indifférence générale, parce que c'est ces lois fourre-tout, où il y a une petite disposition qui dit tout à coup, ah au fait les comparutions immédiates, vous savez combien on peut prendre devant un tribunal correctionnel dans les conditions que je viens de vous décrire, maximum 20 ans. 20 ans. Récidive légale, peine maximum 10 ans, doublé. Et il y a eu un 13 ans récemment en correctionnel à Lille. Une demi-heure l'affaire. Une demi-heure. Un truc qui aurait à l'évidence mérité une instruction. Une longue garde à vue, parce qu'on ouvre évidemment sur trafic de stupéfiants, ce qui permet les gardes à vue que j'appelle aggravées, c'est-à-dire 4 jours, privation des droits, l'avocat qui n'arrive pas, etc. Pour le plus modifié, on en parlera, la garde à vue. Mais voilà, 13 ans à la barre. 13 ans à la barre. Avec un jeune avocat commis d'office qui pouvait et là, pareil, il faut hurler, ça ne doit pas se passer. Ça doit être dans la presse partout le lendemain. Vous comprenez, c'est une indignité en soi qu'un homme puisse être condamné à 13 années de prison en récidive légale. Ça veut dire qu'il ne sera conditionnable qu'au 2 tiers, etc., en comparution immédiate. Donc votre rôle d'avocat, dans ces audiences où tout le monde comme ça peut se laisser aller à des facilités, peut laisser tomber, c'est de vous dresser comme un rempart. Là oui, c'est le même rôle que les constituants, c'est le même rôle que le législateur avocat de cette époque-là. Et de dire stop, moi je ne marche plus. Dans un dossier comme ça, vous renvoyez à l'instruction. Tant pis. Oui, monsieur, il sera détenu, oui, mais c'est son intérêt. Puis de toute façon, au-delà de son intérêt, c'est l'intérêt d'un justiciable. Je refuse qu'on laisse juger cet homme dans ces conditions. Je me souviens d'une fois, et d'ailleurs devant une présidente acquise, mes 2 assesseurs hostiles, et ils sont 3, il y a une vraie collégialité quand même en correctionnel, d'avoir vu arriver un homme qui n'avait pas de chaussures. Il s'était fait arrêter sans ses godasses, ça arrive fréquemment, et les policiers n'avaient pas eu le temps pendant la garde à vue d'aller rechercher ou de lui trouver des baskets ou peu importe. Pieds nus dans une salle d'audience, c'est non, point final. Et la présidente, encore une fois, on était vraiment dans l'indignité, quelle que soit la gravité des faits, quelle que soit l'urgence, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas... La justice, c'est un pouvoir exorbitant sur les gens. La moindre des choses, c'est de la rendre avec un minimum de décence et de courtoisie. Voilà. Et vous êtes là, c'est pas un vain mot. Je ne suis pas un combattant belliqueux, j'ai pas eu 12 000 incidents avec la magistrature dans ma carrière. Mais vous êtes là pour que les choses se passent à minima dignement, avec un minimum de respect, avec un minimum de confort. Par exemple, l'exemple type dans la comparution immédiate, c'est vous avez une demi-heure pour préparer le dossier, puis vous n'êtes pas prêt, puis le président dit bon, maître, surtout curieusement le vendredi vers 17h. Et bien c'est non, je serai prêt quand je serai prêt. Je suis auxiliaire de justice, je suis avocat, je passerai ce dossier quand j'aurai le temps de préparer une défense digne de ce nom, de rencontrer mon client posément. Dieu sait que c'est important de parler avec lui, etc. Et on souffre aussi de la même incurie, évidemment, dans le monde des avocats, qu'on n'a pas le droit d'être nous. C'est les audiences de comparution immédiate que vous avez peut-être déjà vues, où on voit l'avocat saluer son client à l'audience, lui serrer la main. Bonjour monsieur, je vais vous défendre aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il ne l'a jamais vu. Il n'est pas descendu dans les geôles, qui ne sait rien de lui que ce que le pauvre dossier qu'il a devant lui en dit, c'est-à-dire une enquête de personnalité qui a été réalisée une demi-heure avant, sans même de vérification téléphonique. Vous voyez ? Et qui connaît sa position sur les faits, encore plus gravement, qu'au travers du procès-verbal réalisé en garde à vue. Ça arrive fréquemment, vous voyez ? Ou la fameuse question rituelle qu'on pose dans ces audiences-là, vous savez, vous avez le droit de demander un délai pour préparer votre défense, ou bien d'être jugé tout de suite. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? La moindre des choses, c'est d'expliquer au bonhomme, notamment que s'il demande un délai, ça aussi,
un hiatus entre ce que la loi prévoit. Vous avez le droit de demander un délai pour préparer votre défense. Si vous êtes en récidive illégale et en comparution immédiate, ce droit signifie que vous allez aller en prison en attendant. Et si l'avocat ne l'explique pas au monsieur, c'est pas marqué comme ça dans le texte, hein, mais enfin, c'est un texte incitatif quand même à accepter d'être jugé tout de suite. Si vous ne l'expliquez pas au monsieur, il se retrouve bêtement comme ça, à ne pas savoir quoi dire au président qui lui demande, puis évidemment, lui on lui parle d'un délai pour préparer, le délai ça veut vaguement dire qu'il y a peut-être une chance qu'il soit dehors le soir même, donc il peut le demander. Ça change sa vie. Et là vous voyez l'avocat lui murmurer un truc en catastrophe à l'oreille parce qu'il avait complètement oublié de lui en parler, ou même qu'il a pas. Il y a mon frère célèbre et barbu du nord de la France qui dit souvent les petits abandons entraînent les grands. Il a raison. Il dit aussi on a les juges qu'on mérite. Il a raison. Notre première responsabilité d'avocat, c'est de mettre une belle chemise blanche, un beau costume, d'arriver dignement, et encore je ne suis pas rasé, ce qui est un tort, d'arriver dignement devant ses juges, de présenter une défense de dignité, de montrer qu'on connaît son client, de ne pas se tromper de nom. Je le dis souvent aux élèves avocats, c'est terrible. On a un peu de sincérité, là. On a réussi à se pincer suffisamment sous la robe, vous voyez, pour se mettre en route. Donc on est là, oui, ce garçon qui a grandi dans le caniveau, Mouloud, pas de bol, c'est pas Mouloud, c'est Rachid. Vous voyez ce que c'est terrible, l'effet que ça donne. C'est fichu, c'est fichu. Vous avez perdu l'écoute sur le moment, vous faites rire, on ne vous écoute pas. Puis, de toute façon, la sincérité du propos, évidemment. Donc c'est tout, on est à ses côtés, on s'imprègne de ce qu'il est et on arrive à le restituer. Voilà, c'est un des rôles qu'on peut avoir. Et c'était le rôle qu'on devait avoir face au peine plancher. Jamais, jamais j'ai plaidé en m'en laissant passer. Pour le principe. Juste pour dire, parfois vous savez qu'on risquait de l'écoper, d'en écoper, ou d'avoir l'équivalent. D'ailleurs, un juge peut très bien dire je ne retiens pas la peine plancher, je vous mets 2 ans ferme, mais ça revient évidemment. Il a juste fait œuvre d'indépendance. Ce qui nous fait une belle jambe, parce que ce qui compte au pénal, c'est quand même le résultat. Mais il fallait s'en indigner en tout cas. J'espère qu'elle sera rapidement supprimée, parce qu'on en est réduit là à dire que le ministre a pris une circulaire disant que, et que c'est quand même à l'ordre du jour de les supprimer, et que donc c'est un tout petit peu indigne, madame le procureur, de requérir encore aujourd'hui une peine plancher contre ce monsieur, malgré ses 148 condamnations. Alors, c'est un de nos rôles. On voulait que je vous parle aussi d'un thème qui m'est cher, qu'ils ont intitulé brillamment Le droit heurte l'humain. Quand le droit heurte l'humain. C'est le sous-thème 2, donc je pense qu'on sera encore là demain. C'est un domaine sur lequel j'ai écrit une nouvelle qui doit faire pleurer tout le monde normalement constitué. Vous savez, l'homicide involontaire, si vous avez le truc, sinon lisez-le. Ça fait pleurer, mais gratuit, hein, c'est sur mon blog, c'est gratuit. On est effectivement, c'est aussi une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce hiatus total entre les textes, l'homicide involontaire, la mise en danger de la vie d'autrui, les accidents du travail, le domaine, l'audience, difficile, d'une difficulté terrible. Et elle est d'autant plus d'ailleurs qu'elle n'est pas peuplée de pénalistes, mais en général de gens qui font plutôt du droit des affaires. Pourquoi? Parce que l'employeur a mandaté son avocat habituel, qui est aussi son avocat en droit social, etc. Et qui va l'assister lors d'un accident du travail. Et vous avez d'un côté, le dernier dossier que j'ai eu, c'est ça, c'est une dame qui était sur une grosse machine de filature. Vous savez, des trucs qui font la longueur de 100 fils, qui tournent à plein régime constamment pour tendre une retordeuse, ça s'appelle. Pour faire des câbles à partir de fils qu'on croise. J'explique bien. Elle s'est pris les cheveux dans la machine et elle a été pendue à cette machine. Ça, c'est un rotor qui tourne, le rotor de... et on la découvre un peu trop tard, avec toute une kyrielle, comme dans tous ces dossiers, de problèmes juridiques. Est-ce que la machine était aux normes? Il y a une ligne de vie. Est-ce qu'elle pouvait attraper la ligne de vie vu le poste? Responsabilité de l'employeur aussi, parce que évidemment, consigne de sécurité, on ne doit pas porter de vêtements, puisque c'est une machine qui est en mouvement, etc. Il y a un texte spécifique du Code du travail, relayé par le pénal, et notamment les cheveux. On a le droit d'avoir les cheveux longs, mais à ce moment-là, il faut les enturdaner, etc. Et elle avait les cheveux. Voilà. Est-ce qu'il y avait des consignes de sécurité affichées? Ça va devenir, cette audience,
un débat technique où on prend des conclusions de 25 pages, mais oui, bien sûr, dira l'avocat de l'employeur, la machine était aux normes, on a fait des formations, c'est un drame épouvantable, mais quand même, c'est pas de notre faute. C'est le jeu, c'est la règle, et on applique les règles de droit, qui sont d'ailleurs très amples dans ce domaine. Il est rare maintenant qu'un employeur échappe à une condamnation, la petite faute suffit, c'est peut-être tant mieux, peut-être tant pire, on ne sait rien. Et c'est vrai aussi que les employeurs, vous le savez, croulent sous les normes, etc., les contre-normes, les surnormes, et que c'est très compliqué pour un employeur de tout respecter. Mais tout ce débat doit avoir lieu pendant des heures, et entre avocats comme ça, techniques et purement techniques, devant une famille endeuillée. Et devant, en l'occurrence, un veuf avec 2 enfants à charge, qui était à l'audience, qui n'a pas dit un mot, à qui on n'a d'ailleurs pas donné la parole, parce que le président, comme les avocats, s'intéressait aux responsabilités encourues, à qui avait fait quoi, à ce qu'on pouvait retenir, etc., etc. Ces débats qui sont souvent longs, et où on a presque honte de prendre la parole, parce qu'il faut bien, en même temps, c'est l'application du droit, et c'est un droit tellement abscon, tellement loin de la réalité, cette pauvre fille, une ouvrière qui est morte happée par une machine dans des conditions épouvantables, une victime du boulot à la chaîne, c'est quand même ça. Et on parle devant son mari de oui, mais le DTU 107 dit que la machine doit être à 2,50 m et la ligne de vie à 16,20 m. Or, vous constaterez, sur le constat effectué par la société Intel, voilà, c'est la déconnexion complète entre les règles de droit et l'humanité qui se cache derrière. C'est le cas des ponts planchers, c'est le cas type de ces accidents mortels, parce que pareil, les accidents de voiture, etc., il y a des débats à n'en plus finir sur les responsabilités croisées, qui a fait qui. Le dernier en date, c'était un motard qui fait la course pour le coup avec une voiture, et en fait le type a piégé sa voiture, ils disent comme ça, c'est-à-dire a boosté le moteur. Donc le motard pense à coup sûr qu'il va gagner, il met un gros coup d'accélérateur, mais la voiture en fait arrive à rattraper, à le doubler, c'est très intelligent, tout ça, ça s'appelle des hommes. Messieurs, désolé. Et arrive le camion fatal, la moto rentre dedans à 220. Bon, voilà. Responsabilité pénale croisée. Il n'y a pas de choc entre le véhicule auteur des faits, qui est celui qui le coince, vous voyez, sur la voie de droite entre le camion et lui-même. Mais il n'y a pas de contact quand même. La loi 85 permet qu'il n'y ait pas de contact et sous certaines conditions d'engager la responsabilité. Encore faut-il qu'il y ait des témoins. Il y a des témoins qui ont vu l'un débouler très vite, l'autre doubler par la droite, et puis de toute façon ils étaient en grande vitesse tous les deux. Enfin, voilà. Responsabilité croisée, débat passionnant. Moi j'assistais la veuve qui a vomi à l'audience. Juste en entendant la défense du type qui pourtant était légitime, mais qui était inaudible évidemment, vu la douleur qui était la sienne. Vous voyez ? C'est ça la déconnexion entre la réalité de ce que vous apprenez dans les textes. Imaginez d'ailleurs que vous soyez le porteur de ce dossier et que vous soyez le défenseur du bonhomme qui vous dit, moi j'ai fait la course, jamais j'ai pensé évidemment que... Et c'était un grand garçon, il a pris ses responsabilités, il m'a défié. C'est un... voilà, comment on plaide ça devant lui. Voilà. Pareil, un accident de chantier, et on découvre que le type qui était monté sur l'échelle, il était à 2,8 g, ce qui n'arrive jamais dans le nord de la France sur les chantiers. Sur les chantiers, dans les cabinets d'avocats, à l'audience, enfin, comment vous plaidez devant sa veuve, ça? Alors qu'on sait que par ailleurs, le chantier, pas de rambarde, pas de consigne pour le casque, un type qui montait jour et nuit sur le toit, bon, un vaste chantier, justement, comme souvent dans le bâtiment. Comment vous arrivez à énoncer cet argument, qui quand même est très important, bien sûr, pour l'intérêt de votre client, et tout doit être dit dans l'intérêt de votre client. Je ne parle même pas des infractions sexuelles, on en parlera tout à l'heure. Comment on arrive à dire devant la veuve, il faut partager la responsabilité parce qu'il était ivre et qu'on ne monte pas sur un mort. Il est mort, le bonhomme. Vous voyez ? Ça, c'est difficile. Ça, c'est pas dans les textes. Les textes prévoient que partage la responsabilité en fonction de la faute de la victime, sauf dans les infractions volontaires qui arrivent 5 milliards d'euros. Mais pour les accidents, etc., se pose cette question, et c'est une réelle difficulté, c'est des audiences que tout le monde déteste, je pense, parmi les avocats, et que curieusement d'ailleurs les pénalistes et à ceux qui défendent des trucs horribles à longueur de temps, et bien là, ont beaucoup de mal à assumer, parce qu'on est à mi-chemin, c'est très policé comme ça, on ne s'attend pas à la douleur et à la difficulté, c'est pourtant ça qu'on doit gérer en parallèle avec l'application de ces règles techniques. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Moi, de la garde à vue.
puisqu'on en a pas mal parlé, j'ai vu mon grand âge connu les deux évolutions principales, puisque quand j'ai commencé tout jeune avocat, il y a 20 ans, on n'était pas en garde à vue du tout. Et très vite, cependant, on est arrivé à ce fameux entretien unique qu'il y avait en début de garde à vue. Ça a été la grosse révolution à l'époque. Hein. Vraiment, les policiers ne voyaient jamais un avocat. Et on a obtenu ce petit bout de commencement de dérogation pour finalement aboutir, vous le savez, hein, plus récemment, au maintien de cet entretien, mais avec la grande nouveauté que l'avocat assiste son client. C'est l'Europe hein, qui a fait clairement évoluer les choses, la Cour européenne pour être plus précis, que l'avocat assiste son client maintenant, mais alors dans des conditions particulières, pendant ses auditions, pendant d'éventuelles confrontations et tout au long de la garde à vue. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés aux ordres pour organiser, vous savez, les gardes à vue. À Lille, c'est une permanence absolument effarante de 24 heures, ce qui crée d'ailleurs des déséquilibres entre les avocats. Il y a ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Là, ça fait une différence, puisque pendant 24 heures, quand même, vous ne cessez de ne pas être là, et que vous n'avez plus non plus de cabinet. Parce que assister une personne pendant 2 jours dans le même dossier et suivre 3 ou 4 auditions, etc., ça demande vraiment une organisation structurelle un peu compliquée. Et puis ça pose un problème aussi en termes de facturation pour les fois où les personnes choisissent leurs avocats, parce que c'est très long. Et parce qu'il y a un petit problème moral qui se pose là-dessus, qui est un peu double. Vous savez qu'on nous a concédé ce droit, mais qu'en revanche, et pour un avocat c'est un tout petit peu embêtant, on est à la fois muet et aveugle. Ce qui revient à dire qu'on fait un peu plante-en-pot hein, pendant la garde à vue, il faut quand même dire ce qui est. Et une plante-en-pot qui est nocive, carnivore même je dirais, puisque notre présence fait qu'aujourd'hui la nullité de garde à vue c'est plus compliqué à soulever, puisqu'il y avait un avocat. Et que donc évidemment c'est un peu compliqué d'aller dire à un tribunal ensuite que monsieur n'a pas voulu dire ça, qu'on lui a mis la pression pour qu'il s'exprime de telle et telle façon, parce qu'il y avait son conseil qui était assis sur le siège d'à côté. Il y a même parfois des avocats qui s'endorment sur leur siège et qui sont filmés, puisque c'est obligatoire. Et on a bien vu aux assises récemment avec un CD où il y avait un vieux confrère qui ronflait assez fortement. Et on a cru pendant 5-10 minutes que c'était un dysfonctionnement de l'appareil de projection. Et en fait, pas du tout. C'était la défense qui s'exprimait. Ça arrive. On avait donc ça, alors voilà, c'est très, pour être plus sérieux, c'est très embêtant. Et moi, je considère qu'on nous a concédé quelque chose qui s'apparente au néant, et même, je vous le disais, qui est assez négatif. On est muet parce qu'on est censé pouvoir questionner, mais uniquement à la fin de l'interrogatoire. Ce qui veut dire que, comme une audition de garde à vue dure couramment 3-4 heures, la question en général plus beaucoup de sens, évidemment, à la fin de l'interrogatoire. Ce sont des questions relativement ciblées. Et surtout, on doit faire ce qui est interdit à tout avocat digne de ce nom, c'est-à-dire poser des questions dont on ne connaît pas les réponses. Et pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'on n'a pas accès au dossier, vous le savez, c'est le problème fondamental. Je suis persuadé que ça va changer, mais ça impliquera évidemment la seconde et dernière vraie révolution, à savoir que la garde à vue devienne comme tout le reste de toutes les procédures, sauf les procédures dérogatoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce gros mot là, chez les policiers, à savoir contradictoire. C'est vrai, ils ont raison de le dire, qu'il y a beaucoup de dossiers, notamment ceux dont on parlera un peu là, si on a le temps, dans le domaine des infractions sexuelles, où la donne serait changée évidemment, puisque c'est le royaume de la parole de l'un contre celle de l'autre, c'est le royaume des dossiers dans lesquels il n'y a pas forcément de preuves matérielles, il n'y a pas forcément de témoignages, même la victime est souvent imprécise pour des raisons qu'on comprend et qui sont liées aussi à l'ancienneté des faits, à son âge au moment des faits, etc. etc. Et c'est vrai que moi, avocat, si j'ai accès au dossier, que je vois qu'il n'y a que ça dedans, et qu'ensuite je m'entretiens avec le client, il y a d'assez fortes chances que je conseille au client de ne pas trop parler, de ne pas trop s'exprimer, et s'il a envie de nier, même une fois, de continuer à le faire. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, actuellement, on nous a concédé ce droit qui n'en est pas un, alors qu'on ne sait pas les éléments qui sont à charge dans le dossier. Et ça devient maintenant courant, classiquement dans une garde à vue, qui reste un moyen de pression fondamental, hein, c'est fait pour ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, que des personnes répondent
de mauvaise foi ou pas, peu importe, mais complètement à côté de la plaque, en présence du brillant avocat qui est en permanence cette nuit-là et qui est à côté, sachant que le policier, la question suivante va littéralement clouer la personne avec tel et tel élément qu'il a sous le coude, qu'il n'a pas encore révélé, etc. Ce qui connotera le dossier terriblement, ce qui fera que l'individu sera empêtré dans ses mensonges et ce qui lui pèsera tout au long de la procédure. C'est pas plus loyal. Et il faut que le pas soit franchi une bonne fois pour toutes, par le législateur évidemment, d'instaurer ce contradictoire dès le début du procès. C'est le sens de toute la jurisprudence européenne qui dit en gros, on a le droit d'être assisté et d'être assisté efficacement. Et être efficace pour un avocat, c'est un tout petit peu lire le dossier et savoir de quoi on parle, hein, c'est quand même le b.a.-ba, dès le début de la procédure. C'est comme ça qu'on est arrivé en garde à vue, c'est sous la force de ces arrêts-là qui commençaient à dire qu'il est interdit à un pays d'interdire à un avocat d'intervenir dès le début de la garde à vue, mais on nous l'a fait sous concession de ne pas avoir accès au dossier. C'est très piégeux. Alors vous verrez, et c'était l'enchaînement que je voulais faire avec la haute moralité de l'avocat, et je le dis sans sourire pour le coup, car je suis quelqu'un de haute moralité. La première question qu'on peut se poser vis-à-vis de ça, c'est justement lors de cette première intervention et lors de la garde à vue. Vous allez en entretien, vous avez un type, jamais vu évidemment, lui par essence et en général parodé à la procédure. On va prendre cet exemple-là, par exemple parce que ce serait un père soupçonné d'inceste dont la fille aurait mis une dizaine d'années à déposer plainte. Je vous prends vraiment un cas relativement standard, malheureusement. Vous devez en une demi-heure, parce que vous n'avez qu'une demi-heure d'entretien, c'est l'un des paradoxes de cette loi. Vous êtes assis pendant 4 heures dans le bureau d'un OPJ, côte à côte comme on est là, avec votre client, vous ne pouvez pas lui parler. Quand vous sortez de l'audition, vous avez enfin appris le contenu du dossier, forcément, par les questions de l'OPJ, mais vous ne pouvez toujours pas lui parler, il faut attendre le renouvellement éventuel de la garde à vue pour avoir un second entretien. Mais le premier, c'est avant tout. Donc vous savez rien. Et vous verrez que souvent, vous avez affaire à un client qui ne sait pas non plus, de bonne ou de mauvaise foi. Il y en a par contre, ils savent. Hein. Ils vous demandent qui est le président, qui préside dans 2 jours, parce qu'ils savent bien que ça va durer 2 jours la garde à vue, et que, ah ouais, c'est un tel, merde. Bon, d'accord. Il y en a qui savent. Mais souvent, quand même, vous avez affaire à ça. Et vous avez 2 citoyens présumés innocents, et vous devez donner vos brillants conseils éclairés. Et vous verrez qu'au-delà de... Alors, quel est votre boulot à ce moment-là? Lui dire ce qui peut arriver, lui dire comment se comporter en garde à vue. Moi, par exemple, il n'y a pas de secret, c'est des conseils de base, hein, mais c'est répondre par des phrases courtes, parce que plus on parle, plus on en rajoute, plus on ajoute de propositions, bien plus on donne des verges pour se faire battre le cas échéant, et plus on donne de précisions, plus on sera contre-interrogé. Donc il faut être simple, clair, et répondre directement à la question, sachant que, je vous le dis pour l'anecdote, mais le cas type du violeur qui nie mais qui est en fait réellement coupable, c'est on lui dit « Monsieur, vous avez violé la petite sur le canapé rouge ». Ah non, pas de canapé rouge. C'est ça, la réponse type. Donc voilà, quand même essayer de driver un peu la personne, d'attirer son attention sur le fait que reste cette vieille culture de l'aveu en droit pénal, je ne vous apprends rien, la reine des preuves, etc. Extorqués, pas extorqués, peu importe, ils sont faits dans des conditions anormales, puisque dans le reste de la vie courante, imaginons, et je le fais souvent en matière pénale, parce que je trouve que les situations sont proches, on a tous, plus ou moins, été amoureux, vécu en couple, etc. Et on se dispute, et on est accusé de quelque chose. Hein, pas avoir fermé l'eau du robinet, avoir trompé son homme, enfin, peu importe. Vous êtes au courant des faits. On ne vous accuse pas comme ça en vous cachant « je t'accuse de quelque chose, mais tu verras quoi plus tard ». Ça ne commence pas comme ça, et vous êtes en mesure de vous défendre, et vous vous défendez d'ailleurs avec tout ce que vous avez de mots, etc. Là, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'avocat parce que c'est votre vie, mais si vous en aviez besoin, ben, vous en auriez un, il n'y a pas de problème, vous êtes libre d'argumenter, et vous argumentez sur des éléments qu'on vous fournit, évidemment. Pensez à vos engueulades, Dieu sait qu'on vous en fournit des éléments. Tous faux, bien sûr, messieurs, mais quand même. Donc voilà, la loyauté de la procédure judiciaire devrait commencer dès le départ. Votre boulot à vous, c'est de dire, que la garde à vue, elle est limitée dans le temps, parce que vous le savez en tant que juriste, mais la plupart des gens l'ignorent. Pensent que l'argument qui dit « je vais rester là jusqu'à la fin des temps », etc., ben on sait que ça a donné les aveux de Patrick Dietz et de bien d'autres. Et ne croyez pas que ça arrive que dans ces affaires très très célèbres. Au quotidien, il y a des gens qui lâchent, qui perdent prise, qui perdent pied, pardon, et qui lâchent prise
en disant, écoutez, maintenant, sortez-moi de là. L'obsession devient ça. Et une garde à vue bien menée, et je le dis avec ironie, mais n'empêche que c'est comme ça, c'est pas des coups, c'est pas des mauvais traitements au sens propre, c'est des questions terribles qui sont comme des coups de fouet, c'est des méchancetés polies, j'appelle ça comme ça, pour réduire un homme qui déjà on a enlevé c'est sa ceinture, qu'on a assis là, dont les collègues passent en disant ah c'est ton pédophile, etc. Vous voyez, qu'on fait passer ostensiblement devant les geôles bien pleines ce jour-là, vous voyez, avec la petite délinquance habituelle, les vendeurs de stupes, les trucs. On dit ah, c'est toi qui as touché des enfants, juste devant la cellule. Vous voyez, puis après on l'emmène, ah, tu dormiras là. Et pendant qu'on entend les insultes, ah, vas-y, espèce de pédo, on va te massacrer, etc. Et le mec il se dit dans 3 heures je vais dormir là, ça va être super. Ils ont l'air très gentils mes voisins de cellule. Tout ça c'est l'emprise psychologique, c'est le mauvais dol ou le bon dol, peu importe, mais c'est à ça que ça sert. Et quand vous êtes assis, je défie quiconque de savoir qu'il ne craquera pas un moment. Il y a des intellectuels qui ont craqué, il y a même des gens rodés ça, on peut céder selon son état psychologique du moment, etc. Donc ça, il faut le mettre en garde par rapport à ça. Et puis le mettre en garde sur, comme je le disais, cet aveu qui va peser dans une procédure tout au long de la procédure et quoi qu'il arrive. Il n'y a rien à faire, et pourtant c'est la loi. Mais devant un juge d'instruction, il y a un avocat. Et il y a un avocat qui a pu consulter le dossier. Et un monsieur qui a eu le temps de se préparer, même s'il est en détention. Parce qu'on lui aura montré les procès-verbaux, parce qu'il aura peaufiné, j'allais dire, ce qu'il a à dire ou pas dire, etc. Jamais une audition devant un juge d'instruction ne sera regardée avec la même force probante que l'audition à chaud, juste après les faits, alors que le type est seul. C'est pas la loi. Normalement, tout devrait avoir la même force, mais il se trouve que c'est comme ça. Donc vous, votre boulot, c'est vraiment de lui dire, monsieur, moi, je ne connais pas votre version, je ne connais pas les faits, je ne connais pas le dossier. Déjà, bienvenue maître, puisque le type est en général content de l'apprendre, parce que ça non plus, ils ne le savent pas, les gens. Vous pouvez dire, il peut vous arriver ça, vous pouvez être orienté de telle ou telle façon, bah, vous êtes accusé d'un crime, donc c'est qui tout double, hein, soit il ne se passera rien, il n'y a plus de poursuite, soit par contre c'est juge d'instruction, il va se poser la question de votre détention, etc. Sachez-le, maintenant ça peut durer 48 heures maximum, quoi qu'on vous dise, vous inquiétez pas, vous sortez de là dans 48 heures, vous avez accès à un avocat, accès au dossier, vous pouvez être remis en liberté, ou nana, j'essaie de savoir, je vais être gentil avec l'OPJ, ça tombe bien, c'est une femme, je plaisante. Donc ça, c'est le béaba, mais c'est déjà, alors, le temps que je vous l'explique, c'est déjà écoulé 5 minutes, il reste 20 minutes. Et arrive la question fatale qui va nous amener à ce que c'est que l'éthique, la morale, et toutes ces... C'est un métier particulier quand même. Mettre la petite, elle m'accuse, bon, ça se peut que j'ai un peu touché sa nénette, qu'est-ce que je fais? Je le dis ou pas? Voilà. Ça, c'est typique vraiment du truc. Qu'est-ce que vous répondez? La ligne rouge commence là, je vous en parlais tout à l'heure de la ligne rouge. Il faut s'en créer une quand on est avocat et il ne faut jamais dévier. Elle variera selon les individus, selon ce qu'on considère appartenir à la procédure pénale, ou au contraire appartenir à la malhonnêteté, ou voilà, intellectuelle évidemment, je ne parle même pas de commettre des délits, peu importe, ça c'est pas le problème. On n'est pas les complices de notre client, il faut aussi le renseigner, il faut essayer d'être juste, il faut avoir en conscience, encore une fois, que ces déclarations-là vont être fondamentales pour le reste de la procédure, fondamentales au sens étymologique du terme. Avec les fondements, vraiment, ça peut l'emmener aux assises des déclarations catastrophiques en garde à vue, ça peut être le double, comme peine, il faut avoir ça en tête, ça monte de 8 à 14 ans, en gros, pour un viol de ce type, c'est caricatural. Vous voyez l'importance de... Et qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là? Alors l'honnêteté commande d'ouvrir le débat simplement, mais pas y répondre, puisque vous n'avez pas accès au dossier, vous ne connaissez pas les éléments de preuve, et lui dire ce qui va se passer. Moi, en tout cas, c'est évidemment une vision, pour le coup, subjective que je vous donne, c'est ma façon de procéder, enfin, elle en vaut une autre, je pense, c'est de lui dire, voilà, monsieur, d'abord, moi, je préconise de dire la vérité, toujours. Parce que derrière, vous allez être confronté à votre gamine. Vous l'aimez, votre gamine? Parce que souvent, vous verrez que ce genre d'auteur n'est pas dénué de sentiments du tout, paradoxalement. Et bien, elle va être là, dans le bureau, dans quelques heures, et puis elle sera devant le juge, et puis à la barre. Et puis si elle vous accuse à tort, il y a bien une raison. Il va falloir la trouver, et puis il va falloir la traiter de menteuse. Et puis si elle va pas bien, ça va être plus compliqué. Voilà, alors là, il vous dit,
Ouais, mais enfin c'est vrai, j'ai rien fait, il déconne. D'accord, monsieur, vous le direz. Et vous verrez que souvent, à ce moment-là, la tête se baisse, qu'il y a peut-être des larmes qui viennent, qu'on est en plein dans cet humain dont je vous parlais tout à l'heure, dans ce type qui est parti pour nier parce qu'il a vu à la télé que n'avouez jamais, hein, c'est mieux, mais c'est compliqué pour lui. Et c'est compliqué quelque part, confusément, de lui faire mal à cette fille. Et puis peut-être qu'aussi, au fond, ces faits-là, il sait qu'ils ne sont pas très jolis. Il a peut-être envie aussi de les lâcher, que tout s'arrête, vous voyez. Tout ça est à manipuler avec d'infinies précautions. Je vous le dis vite, là, évidemment, mais on ne peut pas parler comme ça. On est à voix basse, on est doucement, on dit « Monsieur, moi, voilà, je ne suis pas dans vos baskets. Combien vous risquez ? 15 ans si ça se passe mal, 8 ans si ça se passe bien, et si vous reconnaissez. Si jamais vous niez, libre à vous, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver, monsieur ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a votre ADN, par exemple ? Je ne sais pas. Voilà. Vous verrez qu'ils réfléchissent, vous verrez qu'ils cogitent, vous verrez qu'il y en a qui ne prennent pas de décision, d'ailleurs, et qui vous reprochent de ne pas les orienter mieux que ça. L'une des obligations morales de l'avocat, c'est ça, c'est de dire, en gros, je ne suis pas magicien et je ne peux pas vous inventer une attitude, mais je peux vous dire à quoi correspond telle attitude et à quoi ça va vous amener. Si vous reconnaissez, bien sûr que oui, dès le départ d'une procédure, ça compte. Ça compte à décharge, ça compte comme quelqu'un qui est relativement honnête dès le départ. Mais si c'est pas la vérité, il ne faut surtout pas reconnaître. Oui, mais si jamais vous l'avez fait quand même et que c'est démontré par la suite et que vous niez, là c'est une catastrophe. Et ça va peser lourdement contre vous parce qu'on se dira, c'est quelqu'un qui n'assume pas et qui en plus n'a pas hésité à faire du mal en plus. Vous voyez, tout votre boulot d'avocat, vous voyez l'horreur en fait que c'est dans ces cas-là, et c'est vraiment un cas qui se pose souvent, de donner des conseils éclairés sans rien savoir d'une procédure. C'est pas une horreur en fait, ça c'est le côté humain, c'est un scandale. On nous fait travailler dans des conditions indignes. Dans quel autre cas, quelqu'un comme ça doit faire quelque chose sans savoir sur quoi il s'appuie? Un maçon, sans savoir s'il y a des fondations, etc. Je peux prendre des exemples à l'infini. On est dans le flou le plus complet, et ça a été voulu comme ça. Vous savez que la garde à vue moderne, donc avec la présence de l'avocat, mais sans accès au dossier, était validée par le Conseil constitutionnel sur QPC. Donc il n'y a rien à faire pour l'instant, sauf là encore, à continuer aux audiences, etc. On dépose systématiquement actuellement des conclusions en disant qu'on n'a pas accès au dossier, les juges sourient, à continuer à demander aux OPJ, et figurez-vous qu'en off, il y en a qui nous donnent le dossier. Alors, il ne faut pas se leurrer, quand ils nous le donnent, vous pouvez considérer qu'il est plié votre dossier, et qu'il y a suffisamment d'éléments et qu'il n'a pas envie de perdre son temps. Il pense que son dossier est en béton armé et qu'on gagnera du temps à ce que la personne assume rapidement les éléments objectifs qu'il y a dedans. Mais voilà, il faut continuer à se battre. Là aussi, je pense que les avocats ne sont pas pour rien dans la réforme de la garde à vue. Il y a eu l'Europe d'un côté, mais il a bien fallu que quelqu'un dépose les recours d'abord. Et ensuite, ça fait longtemps qu'on milite dans ce sens-là. C'est une révolution parce que les enquêteurs feront autrement, parce que les pièces n'arriveront pas. Mais ça s'est très bien passé à l'instruction. Il y a, je ne sais plus combien, 30 ans, 37 ans, Schilacci, l'associé du Dupond-Moretti, en parle souvent, les avocats n'entraient pas dans le bureau des juges à l'instruction. Elle n'était pas contradictoire. Et puis tout à coup, ils nous ont vu venir, puis de plus en plus, puis on a pu demander des mandats. Et aujourd'hui, on est leur véritable interlocuteur avec toute une gamme d'interventions possibles. Et ça se bataille, et ça discute, et les dossiers commencent à ressembler à quelque chose de contradictoire, la plupart du temps. Et la parole leur revient quand même en dernier, évidemment. Mais voilà, il faut qu'on y passe, il faut que ça devienne ça, l'instruction, et ce sera l'un de vos rôles, j'allais dire, je pense, parce qu'il faudra encore quelques années à mon avis. Mais pour l'instant, quand on vous dit, souvenez-vous d'ailleurs de la réaction, c'est typique, et j'arrête là avec la garde à vue, il y a eu ces handballeurs, c'est handballeurs, pardon, puisque c'est allemand. Karadzic et compagnie, là, qui étaient soupçonnés, paris truqué, etc. Et surtout d'avoir truqué le match. C'était qu'on joue de l'argent, c'était pas très grave, mais d'avoir truqué le match, pas déconner, on est en France, et encore, c'était pas du foot. Il paraît que je remplis d'ailleurs cette salle mieux que Lignon-Thuram. Je tenais à vous remercier personnellement d'être venu au moment. Je vais le tweeter à peine sorti d'ici. Pas rien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ils disent juste d'un droit que leur donne là aussi la jurisprudence européenne et que leur donne désormais le texte, les textes relatifs à la garde à vue, droit au silence. Il dit, je ne fais pas de déclaration, j'attends d'être devant un juge, autrement dit, j'attends d'avoir eu accès au dossier. Ce qui est d'ailleurs une attitude qu'on peut conseiller largement à certains clients. Il y a des fois,
Si vous trouvez client bavard, notamment, n'hésitez pas à me conseiller.